Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Donc aujourd'hui, Taram et le chaudron magique, réalisé par Ted Burman et Richard Rich. Dans le lointain royaume de Prydain, le seigneur des ténèbres sème la terreur. Il convoite un chaudron magique qui lui permettrait de ressusciter les morts et de contrôler une armée de morts vivants. Mais Taram, un jeune paysan qui rêve de devenir un puissant guerrier, va tout faire pour l'en empêcher. Taram et le chaudron magique peut être considéré comme l'un des 2 films maudits des studios Disney avec Mélodie du Sud. La faute à son ambiance sombre, délétère et à des scènes de violence inimaginables dans un classique de Disney. Mais aussi la faute à un tournage épouvantable qui conduira à un échec financier important. Sur un budget de 44 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 21 et a perdu face au bisounours le film. Je sais, c'est terrible. On ne va pas revenir plus en détail sur les remous de la production, la vidéo serait bien trop longue, mais je peux vous le résumer. Parti d'une idée des animateurs légendaires Frank Thomas et Ollie Johnston, des Nine Old Men, le film, adapté d'une série littéraire de Lloyd Alexander, était prévu pour être un gros retour aux sources des premiers classiques de Disney. Le tournage commence en 1980 et empruntera un chemin chaotique. On était à ce moment-là dans ce qui était communément appelé l'âge sombre de Disney. La compagnie se traînait depuis une dizaine d'années une réputation de studio maintenu sous respirateur artificiel, incapable de faire perdurer la magie Disney sans son créateur et ne survivant que grâce aux ressorties des anciens films. Le nouveau système de management orchestré par le gendre de Walt Disney, Ron Miller, qui était parfaitement étranger au processus de création d'un dessin animé, était en conflit direct avec toute une génération de jeunes créatifs et d'animateurs inexpérimentés qui voulaient faire de grandes choses mais n'étaient jamais entendus. Ce conflit interne atteindra son pic avec la production de Taram dans laquelle personne n'était d'accord. Plusieurs scénarios se sont succédés, l'épaisseur des romans d'Alexander poussant les auteurs à condenser l'intrigue et les personnages, et plusieurs propositions ont été refusées. Par exemple, un jeune artiste du nom de Tim Burton sera chargé de créer tout un bestiaire de monstres en collaboration avec Andreas Deja. Mais rien de ce qu'il a proposé ne sera retenu. 3 réalisateurs ont été renvoyés du projet, parmi lesquels John Musker, l'un des futurs réalisateurs du film salvateur La Petite Sirène. Il voulait incorporer plus d'humour et de légèreté au projet, mais là où il voulait sortir un Willow, les producteurs voulaient faire un Conan le Barbare. Il s'en ira développer dans son coin un projet interne qui va progressivement prendre de l'ampleur et devenir le prochain classique du studio. Taram devait sortir à Noël 84 mais sera repoussé lorsque le studio change une nouvelle fois de direction. Désormais, ce sont l'homme d'affaires Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg, un ancien de la Paramount, qui vont prendre les décisions créatives, et ce alors que Taram est presque terminé. Katzenberg, qui comme Ron Miller était un parfait néophyte concernant la création d'un film d'animation, va assister à une projection du film qui va l'horrifier. Il va s'enfermer dans la salle de montage et jeter 12 minutes du film. 12 minutes qui ont peut-être représenté une année entière de travail qui ont fini à la poubelle. C'est une catastrophe pour l'équipe. On ne peut pas couper un film d'animation en un claquement de doigts. Ça fait partie des considérations qui doivent être anticipées en amont de la production. Le film était déjà cabossé par 4 ans de production houleuse et sortira vaille que vaille à l'été 85 en étant fracassé. Les critiques seront assassines et ça poussera la direction à changer complètement de mode de fonctionnement. Plusieurs choses peuvent expliquer cet échec. Taram est sorti au beau milieu d'une abondance de films d'heroic fantasy initiés par John Milius et Ralph Bakshi, aussi bien des films live que des films d'animation. On peut supposer qu'un sentiment de lassitude pour le genre s'était peut-être installé à l'époque. L'ambiance générale du film aussi, qui est d'une noirceur extrême, sans doute pour se rapprocher de Don Bluth qui avait secoué le monde avec Brisby et le secret de Nîmes, a complètement désarçonné le public. Mais ce sont surtout les défauts du film qui lui seront fatals. Le scénario emprunte parfois le chemin de la facilité, comptant notamment sur la providence pour sauver ses héros. Il a été reproché au personnage de manquer singulièrement de cœur et d'être souvent équivoque, lâche et antipathique. Le fait que tant de passages aient été coupés au montage donne parfois des incohérences. Dans cette scène, il y a Taram qui s'approche du chaudron, et le plan d'après, il se retrouve magiquement téléporté face à la mer et dos au chaudron. L'explication étant qu'à ce moment-là, il était censé vouloir détruire le chaudron avec un bâton mais échouait, et c'est à ce moment-là que les sorcières apparaissaient et que Taram se dirigeait vers la berge. Il devait initialement y avoir une introduction assez violente dans laquelle le Seigneur des Ténèbres et ses soudards incendiaient un village et se terminait sur la fuite des elfes dans les souterrains. Plus tard, lors du passage des elfes justement, un dialogue fera écho à ce début de film, malheureusement sans qu'on ne l'ait vu. Enfin, le côté gore du passage de l'armée des morts-vivants devait être beaucoup plus graphique à l'origine. Au moment où des squelettes zombies sautent sur des soldats humains, on était supposé voir ces derniers se putréfier et devenir eux-mêmes des morts-vivants, et c'est ça qui devait provoquer le dégoût des héros sur le plan suivant. Ces scènes avaient été intégralement animées et des fans continuent d'essayer de les reconstituer avec des storyboards et des enregistrements d'époque. Et il y a évidemment la question de la violence qui a été pointée du doigt. On voit par exemple le héros saigner, ce qui arrive rarement dans un classique de Disney, des scènes de torture, de maltraitance, un personnage qui se donne la mort et bien d'autres joyeusetés.
C'est un parti pris qui est certes commun avec beaucoup de films de cette décennie, mais qui continue de faire débat au sein des Disney fans. Et pourtant, je trouve que tous ces défauts font la qualité de ce film justement. Je salue l'audace de Disney d'avoir proposé un film aussi noir et qui n'a pas peur de secouer le spectateur. Il coche toutes les cases de l'heroic fantasy, voire du dark fantasy, et il peut même être une très bonne introduction au genre. Je trouve courageux d'avoir fait des personnages avec autant de défauts qui les rendent humains. On n'est clairement pas dans une vision idéalisée du Moyen-Âge. On y parle de guerre, de pillage et même de nécromancie. Et si les protagonistes sont aussi dévoyés, que dire des méchants? On a un roi squelette impitoyable et le cousin disneyen de Gollum. J'aime beaucoup la façon dont le Seigneur des Ténèbres est mis en scène, se mouvant d'une manière un peu spectrale qui lui confère une aura terrifiante. Gurgi, le petit marsupien, peut sembler insupportable au début, mais au fur et à mesure, on comprend qu'il a une réelle détresse émotionnelle qui va le pousser à commettre l'irréparable. Encore une fois, un choix parfaitement osé de la part de Disney. Mais à mon sens, c'est le héros du film qui est le plus intéressant. Il est caractériel, imbu de sa propre personne, ambitieux, et même un peu voleur puisqu'il va détroncer le cadavre d'un chevalier de son épée magique. Il est terriblement paradoxal, il va prétendre être capable de grands exploits, mais il va facilement baisser les bras et sombrer dans le désespoir. Ce qui fait le sel de Taram, c'est qu'il n'est pas censé être un héros qui sauve le monde. Il fait partie de ces personnages qui ont besoin d'être remis à leur place et apprendre une leçon. Je trouve ça fantastique qu'à la fin du film, il apprenne l'humilité, refusant de s'attribuer les mérites de la destruction du chaudron pour sauver son ami. À mon sens, Taram est le héros le plus humain que Disney ait jamais écrit, tout juste devant Kuzco et Cabot Crane. La musique d'Elmer Bernstein, le compositeur notamment d'SOS Fantôme, accompagne parfaitement cette épopée sombre. J'aime bien son utilisation du thérémine pour illustrer des passages bizarres et ceux plus romantiques. L'ambiance du film n'est pas dérangeante à mon goût, elle est parfaitement adaptée au récit et il y a plusieurs passages enchanteurs qui font la balance avec les scènes effrayantes. A ce titre, et malgré tous les défauts évidents liés à la production, la mise en scène est maîtrisée et l'animation reste fluide. L'aspect aventure est aussi trépidant et réserve pas mal de moments de bravoure. La scène de l'enlèvement du cochon tirelire par les dragons est encore aujourd'hui l'une des plus marquantes et impressionnantes du studio. Taram est un film ambivalent. Il est à la fois une œuvre d'heroic fantasy, d'aventure, d'horreur, bon enfant et même psychologique, et tous ces éléments se mélangent très bien. La direction artistique est d'une grande beauté, le chara-design est agréable et les monstres sont superbes. Il est intéressant de voir les artistes de la firme de cette époque, parmi lesquels des grands noms comme Mel Shaw et Andreas Deja, s'attaquer à ce type d'univers et à son aspect morbide. Le scénario est perfectible, mais il a beaucoup de choses à proposer, et ça reste une belle tentative de Disney de se tailler la part du lion du genre de la fantasy. D'ailleurs, il est sorti la même année que Legend ou Lady Hawk, qui sont des films autrement excellents. Après ce cinglant échec, les producteurs ont vainement essayé de le ressortir en VHS dans une version modifiée. Ils vont engager un monteur qui va étudier la chose, mais il va renoncer en expliquant que non seulement ça abîmerait le film, mais qu'en plus ça le rendrait encore moins cohérent. Disney va donc le mettre au placard pendant un long moment avant de l'exhumer en vidéo en 1998. À cette occasion, la version française réalisée pour la sortie en salle laissera sa place à un nouveau doublage, la faute à une histoire de contrat non passée avec l'équipe précédente. Les deux versions sont de très bonne qualité et ils ont tous les deux des acteurs en commun, comme Roger Carrel ou Perrette Pradier. De mon côté, j'ai une certaine affection pour le deuxième doublage, qui est celui par lequel j'ai découvert le film, et aussi parce qu'il y a des voix de séries que j'adorais à l'époque comme South Park ou Futurama qui sont présentes dans cette version. Il est un peu dommage que Disney n'ait pas plus développé l'univers du film dans d'autres médias. Il y a bien eu des adaptations en comics, quelques histoires inédites parues dans le journal de Mickey et un jeu vidéo développé par Sierra Line. Ça aurait été génial s'ils avaient profité de l'engouement des jeux sortis par Nintendo ou Sega dans les années 90 pour proposer un RPG à la Zelda dans l'univers du film. Taram et le chaudron magique est l'un des films les plus controversés du studio Disney et considéré comme un échec absolu, mais qui est, quelque part, représentatif de toute cette période d'agitation, et qui a donné autant de merveilles que de choses discutables. Est-ce que c'est un bon film ou un sympathique ratage? Je vous invite à en débattre dans les commentaires. Quant à nous, on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!